Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Je vous rappelle que cette téléconférence est enregistrée. À ce stade, les participants sont en mode écoute seulement. Pour ceux d'entre vous qui est au téléphone et qui avaient besoin de l'aide de téléphoniste pendant l'appel, veuillez appuyer sur étoile 0. Les participants sur l'Internet qui ont besoin de soutien doivent se servir de la fonction de dialogue affichée à l'écran. Je cède à présent la parole à votre animatrice, Megan Rossiter, responsable de l'amélioration à la FCISS. Merci. Bonjour et bienvenue à ce webinaire sur appel intitulé Des soins en hôpital aux soins à domicile, le dernier webinaire d'une série de 2 où nous examinons de nouveaux modèles de soins afin qu'ils soient davantage centrés sur les patients atteints de maladies chroniques en se concentrant sur les approches inspired en matière d'amélioration de la qualité pour la MPOC. Je suis Megan Rossiter, responsable de l'amélioration à la FCISS et je suis heureuse de co-animer la séance d'aujourd'hui. Je suis accompagnée de la directrice principale Jen Verma qui a façonné et piloté le projet collaboratif Inspired, ici à la FCSS. Nous sommes heureux d'avoir plus de 100 personnes inscrites et nous sommes heureux de vous avoir pour cette deuxième partie de la série. Tandis que je présente les conférenciers, je vous demande de prendre un instant pour vous présenter dans la boîte de dialogue. Dites-nous combien de personnes vous accompagnent à partir de votre lieu en vous servant du questionnaire affiché à l'écran. Il faut vous inclure dans le nombre. Nous sommes donc accompagnés des membres de l'équipe du Centre intégré des services de santé et de services sociaux de Montérégie-Est, dont Jocelyne Trudel, inhalothérapeute, Mélanie Rousseau, chef des services sociaux et multidisciplinaires, et malheureusement, Christelle Pellebois est incapable d'être avec nous aujourd'hui. Mais nous sommes accompagnés de Sonia Santerre, qui est représentante régionale pour Boehringer Ingelheim. Elle a joué un rôle de soutien important pour l'équipe pendant tout le projet collaboratif. Et de l'hôpital d'Ottawa, nous sommes accompagnés de Wendy Laframboise, qui est infirmière praticienne et responsable du programme Inspired à l'hôpital d'Ottawa. Nous avons aussi Graham Rocker au téléphone, professeur de médecine à l'Université Dalhousie de Halifax et directeur médical du programme Inspired original de l'hôpital QE2 de Halifax. Nous sommes aussi accompagnés de nos productrices, Sheena Powell et Kelly Ripley, qui sont en coulisses ici à Ottawa. Je vous souhaite tous la bienvenue. Nous sommes heureux d'offrir l'interprétation simultanée pour tous nos webinaires sur appel. Ceci peut occasionner quelques pauses dans le dialogue. Nous vous invitons à participer dans la boîte de dialogue dans la langue officielle de votre choix. Alors, avant d'entrer dans le cœur du sujet, nous aimerions savoir qui est présent. Prenez un petit instant pour répondre au questionnaire que vous voyez affiché à l'écran. Si plus d'une personne se joint à partir de votre emplacement, veuillez choisir ce qui convient le mieux à chacun d'entre vous. Afin de commencer aujourd'hui, j'aimerais d'abord faire un récapitulatif sur les objectifs d'aujourd'hui et accompagner nos apprentissages relatifs aux soins pertinents pour les maladies chroniques. Vous vous rappelez peut-être que dans la première partie, 3 objectifs étaient exprimés, dont l'importance de passer des soins en hôpital aux soins à domicile et veiller à ce que ces soins soient offerts au bon endroit et au bon moment, avoir des approches de soins communautaires à domicile qui améliorent l'efficacité, la coordination et la centralité du patient et de sa famille, des leçons et des perspectives tirées du projet collaboratif Inspired, ainsi que des plans de diffusion et de mise à l'échelle. Aujourd'hui, nous nous concentrerons sur un renforcement de la partie 1, c'est-à-dire déplacer les soins du milieu hospitalier vers le domicile. Nous allons rapidement entendre parler de 2 équipes qui ont participé au projet collaboratif de Québec et de la région d'Ottawa. Nous parlerons des stratégies visant à offrir des soins véritablement centrés sur la personne. Et enfin, le Dr Rocker nous parlera de stratégies visant à améliorer l'efficacité, la coordination et la centralité des patients pour les patients atteints de MPOC et leurs familles. Nous savons qu'aujourd'hui, notre système fait face à des contraintes accrues, étant donné qu'il existe de plus en plus d'hospitalisations inappropriées. De plus en plus de personnes reçoivent les mauvais soins au mauvais endroit, ce qui ne répond pas bien aux besoins des patients et de leurs familles. Nous savons que pour surmonter ces difficultés, il faut réformer le système. Une transformation, un changement qui permettra un système beaucoup plus proactif plutôt que des soins actuels réactifs, tel que nous le dit Edward Wagner et ses collègues du McCall Institute. Alors pourquoi se concentre-t-on sur la MPOC? Bien que moins que 5% des Canadiens aient
soit atteint de MPOC. La MPOC est la raison principale des admissions hospitalières à Ottawa et représente le plus grand nombre de visites aux services d'urgence. La MPOC présente le plus haut volume de réadmission également. Un grand nombre de patients qui sont atteints de MPOC avancé s'adressent aux services d'urgence pour régler leurs exacerbations, ce qui coûte très cher au système et à la santé du patient. Grâce au modèle du Dr. Rocker et de ses collègues à Halifax, la FCISS a travaillé en collaboration avec l'équipe pour diffuser ce modèle fondé sur des données probantes à l'échelle du Canada. Les approches Inspired de modèles de soins pour la MPOC a reçu du financement de la FCISS et de Boehringer Ingelheim. La FCISS, au long de ce projet de 12 mois, a soutenu 19 équipes, au moins une équipe dans chacune des 10 provinces. 4 dans l'Ouest, 7 en Ontario, 4 au Québec et 4 dans l'Atlantique. Plus de 12 mois, d'octobre 14 à 15, la FCISS a organisé plus de 25 webinaires, ateliers, tables rondes pour débattre de la pérennité de ce travail. Nous avons fourni du financement, des outils d'amélioration, ainsi que de l'encadrement avec des experts sur le terrain et un apprentissage interéquipe. Je vais à présent céder la parole à Jen Verma, qui nous parlera du récapitulatif et des résultats du travail jusqu'à présent. Jen Verma, merci Megan. Alors, je voulais saluer nos collègues de Montérégie-Est et Pierre de Sorel. Si vous pouviez vous brancher sur la ligne française, nous avons affiché dans la boîte de dialogue les coordonnées qu'ils font composer, car on vous cédera la parole sous peu. Alors, si je n'entends pas parler de vous, j'espère que vous branchez. Si vous avez des difficultés à vous brancher, veuillez nous le dire dans la boîte de dialogue pour qu'on puisse vous permettre de vous brancher convenablement. Alors, Inspired montre bien qu'il faut déplacer les soins de l'hôpital au domicile. On dépend vraiment des soins en milieu hospitalier. Inspire nous montre qu'on peut offrir énormément de soins nécessaires dans le confort du foyer du patient, avec la présence de la famille et des proches. Donc, les interventions principales de ce modèle concernent l'optimisation des soins proactifs tout au long du continuum, des suivis en milieu domiciliaire, des services communautaires et l'évaluation visant l'amélioration de la qualité, ce qui fait de ce modèle un modèle exhaustif pour tout patient atteint de MPOC, mais également pour toute autre maladie qui peut être chronique comme l'insuffisance cardiaque. Et on sait que beaucoup de personnes atteintes de MPOC avancées ont d'autres maladies chroniques. Donc, dans les 19 équipes, nous avons beaucoup appris. Voici un petit résumé. Nous avons eu plus de 1000 patients inscrits. On a vu une diminution de 80% dans les admissions. Et c'est plus près de 40 à 50% dans les 6 à 12 mois après Inspired. Les équipes ont parlé d'une amélioration des soins, dont le diagnostic, des plans d'action, du soutien à l'autogestion, du soutien social, une planification préalable des soins, ainsi qu'une coordination des soins avec d'autres professionnels dans le milieu. Les patients nous disent qu'ils sont maintenant mieux outillés pour gérer leur maladie à la maison. Et c'est le cas de leur famille aussi. Les patients se sentent aussi plus capables de reprendre leurs activités quotidiennes. Et on l'a entendu de diverses sources, dont l'outil Link, l'outil des transitions de soins, CTM 3, 15 et ainsi de suite. Les résultats sont très importants si on veut obtenir le soutien des dirigeants quant à l'importance d'un programme comme Inspired. Donc, on a fait une analyse qui a déterminé que parmi les 800 000 Canadiens atteints de MPOC, et c'est sans doute une estimation très conservatrice, moins de 1% qui est atteint de MPOC grave, donc on peut penser peut-être qu'il s'agit de 14 000 Canadiens. Si on pouvait toucher ces 14 000 personnes, on pourrait prévenir environ 70 000 visites aux urgences, 44 000 hospitalisations et 400 000 jours-lits, ce qui représente des épargnes d'environ 688 millions dans les 5 premières années de déploiement du programme. En frais épargnés
en milieu hospitalier. Donc, cela vous épargne 21 $ en coûts hospitaliers, en termes très simples. Je vais à présent céder la parole à notre équipe de Montérégie-Est, ce qui n'est peut-être pas le cas. Enfin, on va marquer une petite pause pour voir si on peut aider les téléphonistes à trouver notre équipe du CI3S Montérégie-Est. Bien, alors notre équipe est en ligne. Nous allons donc céder la parole à notre équipe. Je crois que Sonia est en ligne. Oui, bonjour. Alors, de la part de l'équipe de Pierre de Sorel, voici la présentation de nos résultats que nous avons obtenus à date. Alors, je vais céder la parole à Jocelyne, qui est l'inhalothérapeute du programme. On peut avancer la diapositive, s'il vous plaît? Alors, pour faire un petit rappel sur ce que nous avions décidé de faire pour Inspire, c'est de faire un travail du diagnostic aux soins de vie. À Pierre de Sorel, on a ajusté le programme pour répondre aux besoins du patient sur le territoire en mettant un continuum dans les services, c'est-à-dire de partir du diagnostic aux soins de fin de vie. Pour le dépistage précoce, le dépistage et les enseignements se font en première ligne, c'est-à-dire au CLSC. Tous les patients sont référés par les médecins de famille, les médecins spécialistes ou les infirmières praticiennes qui sont en clinique privée le plus souvent. Par la suite, on va dans l'étape du plan d'action où l'enseignement du plan d'action et les autres références se font aussi en première ligne. Le patient est référé aussi par le médecin, les médecins spécialistes, les infirmières praticiennes et aussi les pharmaciens nous font de plus en plus de références. Le pharmacien communautaire est impliqué dans le support et la gestion de la décision pour le plan d'action. Tous les plans d'action patients sont transmis au dossier du pharmacien, qui lui aussi peut travailler au support de gestion de la prise de décision pour les plans d'action. Le prochain axe, c'est la prévention des hospitalisations. Le suivi des patients est débuté à l'hôpital et peut impliquer le suivi en première ligne à la clinique MPOC ou aux soins à domicile. Nous aspirons beaucoup à ce que tous les patients qui ont été hospitalisés aient un suivi téléphonique dans les 2 à 5 jours après l'hospitalisation, même s'ils sont connus par la clinique MPOC ou si c'est des patients nouvellement diagnostiqués ou en pré-diagnostic pour un dépistage hors exacerbation. Et le quatrième axe que nous avons mis en place, c'est le plan d'action de Dyspnée qui est géré le plus souvent par les soins à domicile et les soins palliatifs. Prochaine diapo. Alors, c'est Mélanie Rousseau qui va présenter la prochaine diapositive. Au Québec, en 2015, une nouvelle loi a été adoptée modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux. L'organisation a amené la fusion de nombreux établissements et a donc amené aussi de nombreux changements au sein des gestionnaires et des intervenants impliqués dans le projet. Faute de ressources, nous avons été dans l'obligation de faire le choix et de cesser l'utilisation de certains outils standardisés. Néanmoins, le programme MPOC du territoire de Pierre de Sorel reste toujours très populaire. Actuellement, nous travaillons à la mise en place de l'axe 3, la prévention des réhospitalisations, par la schématisation du rôle de l'inhalo-pivot, la formation aux intervenants et l'officialisation des outils. Nous prévoyons aussi partager les résultats avec les nouveaux gestionnaires de l'organisation fusionnée. Prochaine diapo. Donc, à partir, Christelle Pellebois, qui est responsable des statistiques
statistiques devaient être ici, mais malheureusement, elle ne se sentait pas bien aujourd'hui. Alors, je vais présenter les résultats pour elle. Donc, lorsqu'on regarde les résultats, on doit prendre en considération que nous avons créé 3 cohortes. Donc, la première cohorte, c'est une cohorte de patients qui sont inscrits dans le programme MPOC et qui ont un plan d'action. Donc, ça correspond, lorsqu'on a fait les statistiques, à 101 usagers. La deuxième cohorte, c'est une cohorte qui est dans le programme MPOC, donc qui passe à travers les mains de Jocelyne, notre inhalothérapeute, mais qui n'ont pas de plan d'action, donc qui n'ont pas nécessairement de plan d'action. Donc, ça représente 314 usagers, dont les 101 usagers qu'on a mentionnés plus haut. Et on a aussi une troisième cohorte de patients MPOC, mais qui ne sont pas du tout dans le programme MPOC. On a comparé la cohorte du programme MPOC avec ou sans plan d'action à elle-même dans le temps. Donc, on a une mesure qui est de 2013 à 2014, ainsi qu'une autre qui est de 2015 à 2016. En regardant les statistiques, évidemment, il est important de garder en tête que la maladie progresse dans le temps et que, bien sûr, tous les patients ne sont pas entrés dans le programme au jour 1. Et même, en fait, c'est l'inverse qui s'est passé. Donc, il y a beaucoup plus de patients qui ont récemment été inscrits dans le programme qu'au début, étant donné tout le temps nécessaire pour la mise en place. Et on a comparé les deux cohortes versus la cohorte de patients qui n'étaient pas dans le programme MPOC. Prochaine diapositive. Alors, Jocelyne va présenter l'utilisation du programme MPOC à date. Il y a eu des diagnostics précoces. Il y a eu 505 spirométries qui ont été faites, dont 113 de suivi. Il y a maintenant 122 patients qui ont des plans d'action qui partent de la clinique MPOC. Et il y a eu comme avant, il n'y avait pas d'outils aux soins à domicile pour avoir des plans d'action. Alors, ça a créé des tentacules. Alors, on a aussi installé cette façon de procéder. Tous les formulaires, ils sont maintenant utilisés aux soins à domicile. Alors, nous avons sur 98 patients MPOC en soins à domicile, 35 plans d'action actifs. Prochaine diapositive. Pardon. Donc, la diapositive est vraiment chargée, on s'en excuse, mais il y a une façon logique de pouvoir la regarder. Donc, dans la première colonne, ce qu'on voit, c'est la cohorte de patients MPOC, mais qui n'ont pas eu accès au programme. Et on a comparé les années 2015-2016 à 2013-2014. Et dans la deuxième partie du tableau, on voit la cohorte de patients du programme MPOC. Et dans ce cas-ci, ce sont des patients qui avaient ou qui n'avaient pas de plan d'action. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que pour les visites à l'urgence pour des raisons de MPOC, il y a eu une croissance de 19% pour la cohorte qui était sans programme MPOC. Par contre, il y a eu une croissance de 97% pour notre cohorte de patients MPOC. Ce que nos statistiques ne nous ont pas permis de vérifier, c'est s'il s'agissait d'une visite à l'urgence ambulante ou en temps subsidiaire. Donc, on est présentement en train de raffiner nos statistiques pour avoir cette réponse-là. La deuxième chose qu'on a regardée, c'est au niveau des hospitalisations pour des raisons de MPOC. Donc, dans la cohorte sans accès au programme MPOC, il y a eu une croissance de 104% des hospitalisations, comparativement à 0% pour la cohorte de patients qui étaient dans le programme MPOC. Au niveau de la durée moyenne de séjour, il y a eu une croissance de 4% pour la clientèle sans programme versus une diminution de 9% pour notre clientèle.
Et au niveau des réadmissions à 30 jours, donc, je vais simplement attirer votre attention sur le fait que le programme, l'axe de prévention des réadmissions n'est pas totalement mis en place en ce moment. Donc, on a quand même eu des résultats intéressants où, dans la population MPOC générale, il y a eu une croissance de 108 versus seulement 50 pour notre clientèle qui était dans le programme. Prochaine diapositive. Donc, ici, ce qu'on voit, on a le même principe, donc la cohorte de patients MPOC sans plan d'action versus la cohorte sans plan d'action et sans programme MPOC versus la cohorte avec plan d'action. Pardon. Donc, au niveau des visites à l'urgence, on a eu une croissance de 29 pour les patients sans plan d'action hors programme versus une croissance de 80 pour notre clientèle avec plan d'action. Au niveau des hospitalisations, on est passé de 103 de croissance à 35 Au niveau de la durée moyenne de séjour, on est passé de 4 à une diminution de 35 pour la clientèle MPOC avec plan d'action. Et finalement, pour la réadmission à 30 jours, on est passé de 114 à aucune croissance. Donc, il n'y a pas eu plus de réadmission à 30 jours pour la clientèle qui était dans notre programme. Donc, encore une fois, le programme, les statistiques ne nous permettent pas de regarder jusqu'à la dernière partie de l'année où est-ce qu'on est rendu à ce moment-ci. Donc, les archives, il y a toujours un petit peu de retard avec les archives. Et aussi, une autre chose sur laquelle on est en train de travailler, c'est de regarder dans la population MPOC au total, quel a été l'impact du programme MPOC dans le temps. Donc, encore une fois, on n'a pas réussi à avoir les statistiques à temps, mais on est très curieux de voir cet impact que la clinique pourrait avoir lieu. Prochaine diapositive. Et c'est Mme Rousseau qui va présenter cette diapositive. Donc, nous sommes à la mise en place de la structure prévention des réhospitalisations en incluant le rôle de l'INALO-PIVO à l'hôpital. Nous évaluons la possibilité de mettre en place une évaluation qualitative du programme par 2 questionnaires. Le premier questionnaire, qui sera complété par l'usager, permettra d'identifier son niveau de connaissance de sa maladie et de son traitement, sa capacité à déceler les signes et les symptômes de changement dans l'évolution de sa maladie, sa capacité à intervenir lorsqu'il présente des signes ou des symptômes, sa perception de sa santé et son appréciation du programme. Le deuxième questionnaire sera complété par les médecins de première ligne qui ont participé au projet afin de connaître leur appréciation du programme, des effets notés sur les patients et du soutien au suivi des patients. Et prochainement, nous partagerons les résultats avec les gestionnaires et les intervenants du CISSS Montérégie-Est. Et je termine sur une citation de Albert Einstein. Ce n'est pas tout ce qui peut être compté qui compte, et ce n'est pas tout ce qui compte qui peut être compté. C'est terminé. Jan Verma, formidable, merci. Ce sont des résultats très impressionnants. Je suis très heureuse que vous ayez pu les partager dans le détail aujourd'hui, ainsi que certains de vos projets pour les évaluations à venir. Ces évaluations sont vraiment essentielles pour l'auditoire. On a un peu de temps pour entendre vos questions. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, partagez-les dans la boîte de dialogue. Megan Rossiter vous invite à le faire. Et moi, j'ai une question. J'aimerais savoir, alors, l'initiative Inspired originale, étant donné qu'elle se concentrait sur les patients atteints d'une COPD avancée, grave, donc bon nombre de personnes verraient déjà cette population de patients comme des patients en soins palliatifs. Avez-vous donc envisagé ou envisageriez-vous une planification préalable des soins ou un composant de soins palliatifs pour votre cohorte de patients?
Déjà, les patients qui ne sont pas mobiles sont déjà pris en charge par les soins à domicile. Donc, nous avons déjà un axe de patients qui est pris en charge par les soins à domicile. Puis, Merci. Je sais que vous avez envisagé des évaluations qualitatives auprès des patients et des médecins qui ont participé à l'initiative, mais par curiosité, pouvez-vous partager quelques rétroactions informelles que vous avez entendues de patients et de leurs familles dans les deux cohortes? je vais laisser la parole à Jocelyne, qui est la personne parfaite pour répondre à cette question-là. Oui, on a eu beaucoup de victoires, c'est-à-dire ce qu'on mesure aujourd'hui, c'est les entrées et les sorties d'hôpital. Mais il y a beaucoup de mesures intangibles comme les changements d'habitude de vie, parce que dans le programme de la clinique, il y a des rencontres de groupe de 10 personnes, puis tous les patients qui acceptent de faire partie à ces rencontres-là ont des rencontres avec la nutritionniste, avec l'inhalothérapeute qui fait un petit programme d'exercice qui montre comment bien respirer, comment prendre sa médication comme il faut. Alors, tous ces gens-là ont probablement amélioré leurs habitudes de vie, vont le plus rapidement possible chez le médecin parce qu'il y en a beaucoup qu'on a dépistés qui n'ont pas de plan d'action, qui réagissent plus rapidement à leurs symptômes respiratoires. Alors ça, c'est toutes des choses qui ne sont pas mesurées. Et puis, oui, il y a des patients qui ont été plusieurs fois hospitalisés, qui pensaient ne plus jamais être capables de faire une activité X et qui se sont remis à faire leurs activités. Et ça, on en a plusieurs cas comme ça. Un exemple, un patient qui est hospitalisé 4 fois à peu près en 2 mois. Il arrive à la clinique, on le voit dans les 10 jours qui suivent l'hospitalisation, revision des médications, enseignement d'exercice, bonne prise de médication, avec la mise en place d'un plan d'action. Cette personne-là n'a pas été depuis 1 an et demi chez son médecin. On a activé 2 fois son plan d'action à peu près dans l'année et il n'est plus jamais retourné et il a repris beaucoup d'activités parce qu'on a le but était de retourner sur sa moto et à la fin de l'été, il a retourné sur sa moto. Alors, c'est un exemple qui nous fait beaucoup de satisfaction en tant que professionnel de la santé. Diane Verma. Merci, Jocelyne. J'ai quelques questions ici qui nous sont posées par le Dr. Graham Rocker, qui écoute activement et qui contribue dans la boîte de dialogue. Alors, je vais poser 2 questions ensemble. Il a ajouté un petit commentaire aussi. Alors, sa première question concerne la cohorte Inspired. Il se demande quels sont les dénominateurs dans les périodes de temps présentées. En d'autres termes, pour tous les calculs, est-ce que vous avez fait les calculs à partir de 101 patients pour les 2 périodes de temps? Donc ça, c'était la première question concernant le dénominateur de vos calculs. S'agit-il de 101 patients? Et la deuxième question, il veut savoir pourquoi les patients sont allés au service d'urgence. Il se demande si c'est pour vérifier s'ils doivent déclencher leur plan d'action. Il dit, bien que les données d'admission et la durée de séjour soient encourageantes, il semble y avoir une augmentation des visites aux urgences, non pas une diminution, et cela nécessite plus d'explications. En fait, pour la réponse à la première question, où on parlait des 101 patients, donc nous avons comparé les 101 patients à eux-mêmes, donc de 2015, de la période 2015-2016 à la période 2013-2014. Et on a pu mesurer, et évidemment, ce qu'il faut se rappeler, c'est que la clinique a commencé à fonctionner le 16 avril 2015.
mais évidemment, ce ne sont pas tous les 101 patients qui ont eu un plan d'action le 16 avril 2015. En fait, très, très peu de patients ont commencé depuis le départ. Et c'est pour cette raison-là que nous avons décidé de continuer les statistiques et de creuser un petit peu plus loin. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire un match de patients qui sont dans le groupe, dans notre cohorte de 101 patients, et on va matcher 101 autres patients équivalents à ceux qui sont dans notre cohorte pour pouvoir faire les meilleures comparaisons, et nous allons aussi les comparer par rapport au le temps qu'ils sont dans le programme. Donc, les prochaines statistiques devraient être beaucoup plus raffinées. La deuxième question était qu'est-ce qui pouvait expliquer les visites à l'urgence? En fait, je vous avoue que nous aussi, nous avons été plutôt surpris de cette donnée-là. Mais encore une fois, il faut se rappeler que le patient, M. X, qui a peut-être commencé le programme le 15 décembre 2015, mais ce patient-là a peut-être été hospitalisé, a peut-être fait des visites à l'hôpital en avril, en mai, en juin, en juillet, et ces statistiques étaient quand même comptabilisées comme étant le patient dans le groupe MPOC du programme. Donc, c'est pour cette raison-là que nous avons choisi de poursuivre les statistiques et de creuser un petit peu plus loin. Une des théories qui avait été avancée aussi, c'est qu'il arrive parfois que l'inhalothérapeute identifie des patients qui ont besoin d'aller à l'urgence pour de très, très bonnes raisons. Alors, évidemment, on ne s'attend pas non plus à ce qu'il n'y ait plus du tout de visites à l'urgence dans les statistiques, mais comme vous, on s'est quand même questionné sur les résultats qu'on a obtenus à ce niveau-là. Je voudrais rajouter quelque chose aussi. Les patients MPOC, on sait que c'est des gens anxieux. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils sont habitués de consommer les services de santé d'une façon depuis des années. C'est-à-dire, quand ils arrivent à l'urgence, ils ont un rayon X, une prise de sang et tout ça. Et là, de leur dire que présentement, ils ont un plan d'action, qu'ils connaissent bien leur maladie, c'est pas toujours facile de changer la façon de consommer les services de santé. Diane Verma, très utile. Merci beaucoup. J'apprécie beaucoup ces explications. Graham continue d'y réfléchir et je pense que nous allons devoir céder la parole à Wendy. Mais peut-être que suite à la présentation de Wendy Laframboise, on pourra demander à Graham quelles sont ses recommandations pour l'équipe de Pierre de Sorel, à savoir comment obtenir des données qui se comparent bien. Pour le moment, j'accueille Wendy Laframboise. Je suis heureuse d'entendre l'expérience de l'hôpital d'Ottawa. Wendy. Merci, Diane. Alors, le programme de sensibilisation à la MPOC, donc à l'hôpital d'Ottawa, comme d'autres organisations de santé, nous avons un taux très élevé de réadmission dans les 30 jours pour les patients atteints de MPOC modéré à grave. En Ontario, on a reconnu la nécessité d'avoir une stratégie d'amélioration fondée sur des données probantes issues du ministère des Soins de longue durée. Donc, histoire de vous donner un peu de contexte, nous avons au sein de l'équipe un associé de recherche, un inhalothérapeute, un gestionnaire, ainsi que des ressources à temps complet, éducateurs en inhalothérapie, moi-même, et infirmière praticienne, ainsi qu'une infirmière à temps partiel qui est également éducatrice. Étant donné que notre expertise est en réadaptation pulmonaire, nous avons adopté le programme de Graham Rocker et nous l'avons adapté de sorte qu'on puisse aiguiller les patients dans des services communautaires. Comment est-ce fait? Eh bien, on reçoit des aiguillages de médecine familiale et d'inhalothérapie, à la fois des généralistes et
du campus universitaire. Nous rencontrons les patients dans l'hôpital, nous les inscrivons au programme et nous faisons des recommandations à l'équipe hospitalière aux besoins, par exemple des tests de fonction pulmonaire, d'optimisation des médicaments ou le soutien communautaire. Nous complétons des appels de suivi 24 à 48 mois à 48 heures après le congé. Les patients peuvent nous appeler les jours de semaine de 8 heures à 16 heures. Nous faisons des visites à domicile dans 1 à 2 semaines après le congé. Pendant les visites à domicile, les patients reçoivent un plan d'action, de l'éducation, des techniques de respiration, ainsi que du counseling. Et au besoin, on fait de l'aiguillage vers de la réadaptation pulmonaire pour les patients dans la région. Et nous organisons aussi des aiguillages vers les soins palliatifs et les soins à domicile au besoin. Alors, comment le fait-on? Eh bien, grâce à la coordination des soins de l'hôpital aux soins à domicile, ce qui signifie coordonner les soins hospitaliers et les soins communautaires afin que les patients aient toutes les ressources nécessaires tout de suite après le retour à domicile. Toutes les rencontres sont versées dans le dossier de santé électronique et faxées aux professionnels de la santé appropriés. On collabore avec des experts en communauté et on continue d'offrir de l'éducation aux professionnels de la santé qui se trouvent en communauté ainsi que dans les services d'urgence quant aux ressources disponibles. Nous répondons donc aux questions des professionnels et nous leur fournissons des ressources aux besoins. Alors, notre programme est mis en œuvre dans les unités d'hospitalisation, pneumologie, médecine et médecine familiale de l'hôpital d'Ottawa. Jusqu'à présent, nous avons environ 165-170 patients inscrits dans le programme. On a amélioré l'accès au programme hospitalier et communautaire de réadaptation et d'éducation pulmonaire. Et si vous regardez les lignes directrices de 2015 ou le dernier rapport de la société responsable, on constate que moins de 20 des patients ont accès à la réadaptation pulmonaire. Dans notre cas, c'est 40 Il y a aussi une amélioration de la sensibilisation des ressources disponibles dans la région. Avant ce programme, j'ai constaté qu'il était difficile de trouver des ressources. J'appartiens à un consortium de personnes de la région, du Airlis Champlain, qui a mis au point une trousse d'outils électroniques où se retrouvent toutes les ressources de santé pulmonaire, donc sur le site web du réseau de Champlain. Nous avons aussi rencontré le Airlis, l'organe de financement de la région, afin de discuter de la valeur de notre programme et partager des résultats précoces. Suite à cela, le Airlis nous a demandé de déposer un programme d'amélioration du système de santé. On a reçu donc un financement ponctuel qui nous a donné la possibilité de réallouer des ressources afin d'obtenir des ressources financières permanentes. On a débattu de nos résultats avec le réseau de la santé pulmonaire. Nous en avons parlé aussi à des programmes de la région de Cornwall qui ont adapté nos programmes afin de pouvoir s'occuper des patients le plus possible à domicile. Donc, on continue de diffuser nos connaissances grâce à une plateforme de ressources. Nous recevons souvent des appels de la part d'autres établissements, de résidents en chirurgie, de médecins en communauté. Tous ces professionnels veulent nous aiguiller des patients. Malheureusement, on ne peut pas tous les accueillir, mais on offre des ressources pour les outiller le plus possible. Alors, notre associé de recherche a extrait des données de notre première cohorte de patients pour les 12 premiers mois. Et nous avons appris que 62 de nos patients ont été inscrits dans la catégorie modéré grave ou grave, selon les critères de la GOLD. Et 84 de ces patients avaient reçu un vaccin contre la grippe, 52 avaient reçu un vaccin antipneumococcique et 67 avaient cessé de
fumée. Pour ce qui est de la vaccination, 24% des patients restants ne savaient pas s'ils avaient reçu ou non le vaccin. Donc, pour ceux qui ont cessé de fumer, ils avaient cessé de fumer avant leur admission au programme. Ça m'a étonné. C'est des statistiques impressionnantes et ça montre à quel point la dyspnée est grave chez les patients que nous voyons. Alors, nos résultats, je suis désolée, c'est très détaillé. À gauche, on explique une cohorte de patients qui a un N de 80 sur une période de 12 mois. Donc, on a réduit pour ce nombre de 80% les réadmissions à 30 jours de 50%, la réduction du retour au service d'urgence à 30 jours de 62% et réduit la durée de séjour des patients hospitalisés d'environ 24,6%. On pense que les facteurs qui ont contribué à ces bons résultats comprennent des recommandations à l'équipe de soins aux patients hospitalisés, l'explication des médicaments dans l'hôpital, à domicile, auprès des prestataires de soins communautaires, des pharmaciens, etc., la coordination des soins et les recommandations aux patients en vue de services d'évaluation précoce et de traitement. Et cela se produit généralement dans l'appel de suivi post-congé hospitalier. Alors, si on regarde les coûts associés à droite de la diapositive, ici, j'ai pré-inscription et post-inscription. Donc, dans une période de 6 mois, 46 patients participaient. Donc, 46 patients pré-inscription. Dans les 6 premiers mois, ça représentait environ 60 ou 6 800 $ pour le coût des visites aux urgences avant la participation. Et après, c'était seulement 4 800. Donc, parmi ces 46 13 patients, suite à leur recrutement, sont allés à l'hôpital. Alors, pour les coûts d'admission, on avait environ 610 000 et après la participation, 37 000. Donc, on parle de coûts provenant d'unités d'hospitalisation, de soins spéciaux, de soins infirmiers, de laboratoires, d'imagerie, de thérapie respiratoire et ainsi de suite. Et si vous regardez les coûts totaux pré-participation au programme et suite à la participation, 516 avant la participation et 41 suite à la participation. Alors, histoire de vous fournir une mise à jour, à l'heure actuelle, on travaille avec les pneumologues pour mettre en place un modèle de soins pour la MPOC qui comprendra des services de soutien et d'aiguillage. La première ébauche a été élaborée et devrait être mise en œuvre à tout moment dans le service de pneumologie. Par ailleurs, nous avons demandé une subvention à l'hôpital d'Ottawa en vertu d'un service de recherche universitaire afin d'améliorer la participation des patients, améliorer l'autogestion et améliorer les services dispensés aux patients. Le renforcement des capacités des unités comprendrait, entre autres, davantage d'éducation aux infirmières pour qu'elles deviennent éducatrices en MPOC certifiées. Et on a aussi collaboré avec le service de perfectionnement professionnel afin de donner un perfectionnement aux infirmières pour qu'elles puissent enseigner aux patients comment s'occuper de leur maladie. Par ailleurs, le service de développement professionnel des infirmières nous a demandé de mettre au point un modèle pour offrir du soutien aux proches aidants. Les prochaines étapes comprennent l'amélioration de l'accès aux soins post-aigus, donc le modèle de soins de la MPOC, les possibilités de recruter des patients des services d'urgence, les simplifications des aiguillages de l'hôpital, l'exploration de possibilités si on obtient la subvention. Le chef de la qualité envisage d'adapter le modèle de la MPOC à toutes les maladies chroniques et explorer les possibilités de télémédecine qui nous permettraient de rejoindre plus de patients. Alors, les enseignements retenus dans le transfert de l'hôpital à la maison, c'est mieux décrit par la visite d'une patiente 1
infirmière à la retraite qui constatait un changement de culture dans la prestation de soins et il a identifié le besoin et la valeur des soins centrés sur le patient. Elle a noté que les prestataires de soins prenaient le temps à l'hôpital d'expliquer tout ce qu'elles devaient savoir. Lui ont demandé la permission pour participer à la prise de décision. Elle a apprécié la communication entre elle-même, le médecin et l'équipe de sensibilisation à la MPOC. Et ceci s'est fait à son chevet, sachant que sa transition vers son domicile se ferait sans anicroche. Elle valorise aussi les communications qui ont lieu avec notre équipe et son prestataire de soins primaires. Et enfin, elle nous dit qu'elle est moins angoissée par son diagnostic de MPOC parce qu'elle se sent outillée et capable de poser des questions à des professionnels. Et en terminant, j'aimerais dire que la mise en œuvre avant ce programme, il n'y avait pas de programme de MPOC à l'hôpital du tout. Ça a été un effet boule de neige sur le plan de l'intérêt, à la fois dans l'hôpital, dans la communauté, dans la région et partout au Canada. C'est mieux pour nos patients et avec les limites financières auxquelles on fait face, il faut être plus créatif plutôt, sur le plan de la dispensation des soins. Et il s'agit ici pour nous de trouver un moyen de décloisonner les soins, de créer un système plus efficace et d'offrir à nos patients les meilleurs soins possibles. Merci. Jeanne Verma, merci à Wendy, à l'équipe de l'hôpital d'Ottawa. Quel résultat remarquable. Merci d'avoir partagé vos prochaines étapes. C'est très encourageant aussi. Je vous encourage, si vous êtes au téléphone, que vous voulez poser, vous pouvez le faire, mais vous pouvez aussi le saisir dans la boîte de dialogue. Je vais bientôt céder la parole à Graham Rocker parce que j'aimerais avoir votre point de vue sur ce que vous avez entendu jusqu'à présent. Et je suis d'accord avec ce que vous dites. Vous dites, wow, eh bien, vous avez raison, Graham. Ça, alors, vous savez, on s'est dit que ce qui fonctionne bien pour les gens qui sont atteints de MPOC avancé pourrait très bien fonctionner pour d'autres patients atteints d'une maladie chronique. Donc, à l'hôpital d'Ottawa, on envisage d'extrapoler ce qu'on peut extraire de cette expérience sur la MPOC pour mettre au point d'autres modèles de gestion des maladies chroniques qui pourraient permettre aux patients de mieux gérer la transition de l'hôpital vers le domicile. Je me demandais, dans les patients avec lesquels vous travaillez qui sont atteints de MPOC avancé, je présume qu'ils ont d'autres maladies chroniques. Je me demande s'ils posent des questions eux-mêmes. Donc, ils se disent, si ça marche pour ma MPOC, est-ce que ça pourrait marcher pour mon insuffisance cardiaque? Est-ce que ces questions vous sont posées par les patients autant que par les professionnels de la santé? Wendy, la majorité de nos patients ont des comorbidités, dont l'insuffisance cardiaque. Il y a beaucoup de diabète également. Et oui, ils voient la valeur d'un modèle de soins coordonné de l'hôpital vers le domicile. Ils se sentent dans un hôpital sécuritaire, ils ont quelqu'un à appeler. Donc, ils n'ont pas précisément dit qu'est-ce que je peux faire pour mon diabète ou mon insuffisance cardiaque, mais en général, avoir un modèle coordonné avec quelqu'un à qui on peut tendre la main si on se sent dans le besoin et se sentent beaucoup plus en sécurité. Jan Verma, merci. Je pense aussi que de toutes les équipes, vous savez, on a essayé de se concentrer sur le rendement, sur le capital investi. C'est pourquoi on voulait parler de cela avec Risk Analytica. Cependant, je pense qu'il est intéressant que vous ayez choisi cette approche, vous, de comprendre les coûts pré-programme et post-programme. Vous avez dit que on est dans une période de contraintes financières. Alors, je me demande si ce niveau d'examen de l'efficacité du programme ou d'épargne, est-ce que c'est nouveau pour vous? Est-ce que vous l'avez fait simplement pour ce projet ou c'est quelque chose que vous faites régulièrement lorsque vous envisagez la possibilité de diffuser de nouveaux programmes? Wendy Laframboise, eh bien, le programme n'existait pas dans le passé. Il nous fallait démontrer à autant de personnes que possible qu'on avait des résultats positifs. Donc, on savait qu'il fallait s'occuper de la durée de séjour, des réadmissions à 30 jours. Et on avait l'impression qu'on devait montrer aux équipes qu'on avait un impact positif, un impact considérable. Et selon la personne à qui on s'adressait, il fallait démontrer qu'on était efficace avec les ressources qu'on utilisait. Jeanne Verma, formidable. Alors,
j'aimerais qu'on ouvre la ligne de Graham Rocker. Graham, je sais que l'évitement des coûts était essentiel à l'adhésion précoce du programme de sensibilisation à la MPOC à Halifax. Alors, je me demande si vous avez quelques conseils à nous prodiguer en ce sens, mais j'aimerais aussi revenir à la conversation sur les données de Pierre de Sorel. Graham Rocker. Ah bon, des données très intéressantes de part et d'autre. Concernant les données de Pierre de Sorel, et si je fais un parallèle avec Ottawa, il y a une diminution spectaculaire dans les coûts à Ottawa. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a que 13 patients qui contribuent à ces coûts, alors qu'il y en avait 46 qui contribuaient aux coûts préalables? Je pense qu'il faut être clair. Mais là encore, les épargnes sont fracassantes. Si on peut multiplier cela, si vous multipliez 13 par 4, vous arrivez à environ à 46, alors vos épargnes seraient formidables. Mais je pense que tout à fait, il faut être clair. Quels sont les dénominateurs dans toute analyse que l'on fait? Et dans le cas du Québec, j'aimerais beaucoup savoir si les 101 patients avaient été inscrits pour exactement la même période de temps, et qu'est-ce qu'on aurait eu si on avait eu des périodes de temps comparables par rapport à des patients qui sont présents dans le programme pendant 6 mois, d'autres qui sont présents pendant 2 mois. Alors peut-être que ça ferait une différence sur la présentation des chiffres. Mais sur le plan de l'évitement des coûts, au tout départ, pour obtenir du financement de Capital Health sur une base permanente, on a dit, voici ce qu'on a dépensé pour les patients avant qu'ils ne soient inscrits au programme. On en avait 30, je pense. Et voici ce qu'ils ont fait depuis leur inscription au programme. Et la réduction était vraiment frappante parce que leur réadmission à 30 jours était très élevée. Donc, je pense qu'il faut vraiment se concentrer sur la clarté des comparaisons dans l'analyse. Jen Vermont. Merci, Graham. Nous avons une question de Laurie Dunn. Elle demande si les coûts communautaires sont envisagés lorsqu'on regarde la valeur de l'équation de la valeur. Ben, c'est une excellente question et je dirais que Megan a partagé dans la boîte de dialogue un lien vers le rapport de Risk Analytica qui est disponible en anglais et en français. Et dans ce cas-là, on n'a pas examiné les coûts communautaires. Pas parce qu'on ne pensait pas que c'était important, on pense que ça coûte quelque chose à la communauté, mais on sait très bien que les coûts importants, si vous regardez la durée de séjour et l'hospitalisation, c'est là que ces interventions d'autogestion, de soutien, de transition, de travail avec la communauté, enfin, tout ça est important, mais la partie où on évite les hospitalisations, c'est la partie la plus importante de l'équation. Cependant, dans la première partie de la série, Corey Paul, qui est responsable des services communautaires à AHS, et d'ailleurs c'est la seule équipe qui a déployé Inspired dans la communauté au sens large, et donc Corey Paul et son équipe a fait un travail formidable, un travail très intéressant sur les épargnes en communauté. Donc, je vous encourage à voir cette première partie de ce webinaire en 2 parties. Et Wendy confirme aussi qu'elle aussi n'a calculé que les coûts hospitaliers. En ce qui me concerne, ce serait formidable pour l'avenir de vraiment comprendre les coûts par habitant et le long de l'ensemble du continuum de soins. Je pense qu'on verra que les épargnes sont considérables parce qu'on sait qu'on évite beaucoup de coûts en milieu hospitalier, mais on aura une meilleure image de ce qu'est cette équation de la valeur. Par exemple, le montant dépensé sur Inspired qui peut éviter 21 $ en coûts hospitaliers. Je pense que cette équation serait peut-être un peu plus faible, mais probablement pas beaucoup selon les données qu'on a pré- et post-programme. Mais je pense qu'on constaterait un évitement de coûts au niveau communautaire aussi. C'est simplement que c'est plus difficile normalement d'obtenir ces données communautaires.
Alors, à moins que Wendy et Graham, je vais de nouveau ouvrir la ligne de Wendy et Graham au cas où ils auraient quelque chose à ajouter pour cette question en particulier. Graham d'abord et ensuite Wendy. Graham Rocker. Bon, vous avez les coûts absolus pour 46% et vous avez les coûts pour 13 patients dans les deux périodes de temps. Donc, on pourrait facilement calculer le coût par patient pour chacune de ces périodes, n'est-ce pas? Et ensuite refaire la comparaison. Jen Verma. Oui, très bien. Wendy, vous avez quelque chose à ajouter? Wendy Laframboise. Eh bien, j'ai précisé dans la boîte de dialogue, les 46% qui ont cherché des soins hospitaliers pré-inscription pour ces mêmes 46% patients, seuls 13 sont allés à l'hôpital. Donc, on compare les mêmes patients, 46 patients. Jen Verma, ah oui, excellente explication. Excellente explication de Graham. Ce qu'on fera dans l'avenir, c'est de demander aux gens d'inclure le dénominateur. Que j'avais posé la question à Wendy avant de commencer, c'est très utile parce que là, on comprend qu'il s'agit de la même cohorte de patients. Alors, merci. Alors, je vais passer à présent à la dernière partie de notre appel. On a énormément de possibilités de faire participer des gens au déplacement des soins de l'hôpital au domicile. Donc, le travail que vous avez entendu pendant cette série de 2 webinaires est un aperçu de ce que les équipes de l'initiative Inspired entreprennent. La FCISS appuie le travail pour déplacer les soins du milieu hospitalier au domicile. C'est énormément ça comprend énormément de notre travail. Donc, sur notre site Web, vous pouvez à présent avoir accès, on y a fait référence lors du dernier webinaire, vous pouvez avoir accès à toutes les ressources que nous avons partagées, mises au point avec les équipes, et ceci a été rendu possible grâce au soutien de Boehringer Ingelheim, la FCISS. Donc, nous avons mis au point ces documents, mais c'est grâce au soutien de Boehringer Ingelheim qu'on a pu mettre en place cette structure. Donc, toutes les ressources qui font partie du projet collaboratif de 12 mois auquel Megan a fait référence, ainsi que l'analyse à laquelle on continue de travailler, une analyse qui provient du projet collaboratif Inspired et des équipes Inspired, tout cela sera accessible grâce à la plateforme de ressources Inspired. Pour les cliniciens qui s'y intéressent, qui veulent mettre en place une approche Inspired de traitement, il existe une trousse de changement Inspired qui comprend tous les éléments dont on a besoin pour déterminer quelles sont les interventions de Inspired, comment on peut les adapter aussi à son contexte local et qu'est-ce qui fonctionne. Ça comprend certaines des mesures qu'on recommandait aussi. Enfin, voici une image de la plateforme de ressources. Vous pouvez y aller. On vous encourage à vous en servir le plus possible. Et vous avez ici les webinaires à venir. Alors, si vous avez apprécié le webinaire d'aujourd'hui, je pense que vous apprécierez les webinaires à venir, ce qu'on a prévu pour la série Sur appel, qui est affichée à l'écran. Et enfin, je souhaite pouvoir remercier tous nos conférenciers, Wendy de l'hôpital d'Ottawa, Jocelyne Mélanie et Sonia de Montérégie-Est, Pierre de Sorel, et enfin le Dr Rocker, ainsi que ma co-animatrice Megan Rossiter et nos productrices Sheena et Kelly. Vos commentaires nous sont très précieux. Alors on espère que vous prendrez une petite minute pour répondre à ce questionnaire et nous dire comment on peut améliorer les webinaires à l'avenir. Tandis que vous remplissez ce questionnaire, si vous voulez avoir davantage de renseignements sur les possibilités de participer à des webinaires, de savoir ce que fait la FCISS, je vous encourage à vous inscrire au bulletin d'information de la FCISS et à suivre votre boîte de réception de courriel pour voir quels webinaires sont à l'horizon. Merci à tous. Ceci conclut le webinaire d'aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et merci d'avoir participé. La téléphoniste, mesdames et messieurs, ceci conclut l'appel d'aujourd'hui. Vous pouvez à présent raccrocher. Passez une excellente journée.